Donc, on va commencer le travail avec vous. Je vais vous parler donc des fondements de la psychosomatique relationnelle et des différences entre les théories de la psychosomatique. Alors, dans le travail que l'on fait au CIPSR autour des travaux du professeur Sami Ali, la psychosomatique dont il est question là n'est pas, si vous voulez, la médecine psychosomatique. Dans la médecine psychosomatique, vous avez des comment dire, des caractères psychologiques type A, type 2, auxquels on associe des maladies. Le problème, c'est que, par exemple, pour les pathologies cardiaques, on met toutes les pathologies cardiaques dans le même système. Or, la pathologie cardiaque, vous avez deux choses. Vous avez ce qu'on appelle la tachycardie et vous avez aussi le problème de l'infarctus. La tachycardie est un problème de rythme, tandis que l'infarctus est un problème de muscle. Le cœur est un muscle. Et on voit la tachycardie dans un fonctionnement qui est totalement différent de celui de l'infarctus. Donc, si vous voulez, déjà, là, il y a un problème de concentrer donc, sur une pathologie en y mettant accolé et non en relation de réciprocité le psychique et le somatique. Vous avez donc deux grands courants dans la théorie de la psychosomatique, donc sur le plan, disons, psychosomatique, c'est-à-dire le lien entre le psychique et le corps. Vous avez la théorie de Marty, qui est complètement prise dans le mouvement psychanalytique, où Marty a voulu accrocher à tout un fonctionnement déjà créé dans le mouvement psychanalytique classique, donc y accrocher le problème de la psychosomatique. À cela, il y a deux choses. D'abord, Freud n'a pas parlé de psychosomatique, bien que c'était le premier patient en psychosomatique, puisque vous savez que Freud est mort du cancer. Et dans cet accrochage donc, de la théorie classique de la psychanalyse, vous avez toute la problématique des instincts de vie, des instincts de mort, qui est un fourre-tout, où, si vous voulez, si vous tombez malade, c'est que vous êtes du côté des instincts de mort, et si vous êtes vivant, c'est du côté des instincts de vie. Or, ça n'aide pas beaucoup à comprendre ce qui se passe vraiment dans le problème spécifique de la maladie psychosomatique. C'est aussi un fourre-tout où on n'a pas d'aide sur le plan de la psychothérapie pour pouvoir travailler et comprendre ce qui se passe et comment fonctionne le patient dans cette dynamique de la psychosomatique. Marty et Sami Ali ont commencé à travailler ensemble et puis il y a eu une rupture autour de la problématique du rêve.
pour Marty, il y a une carence de l'activité de rêve. On est dans le manque. Alors que pour Sami Ali, il y a un refoulement de la fonction de l'imaginaire. Ce qui veut dire, et ce qui a été confirmé par tous les travaux de ces dernières années sur le sommeil et le rêve, c'est que tout le monde rêve autour de toutes les phases du sommeil, mais il n'en demeure pas moins que la phase où on se rappelle le plus souvent les rêves, c'est la phase du sommeil paradoxal. Donc, si vous voulez, c'est autour de l'apparition, enfin la sortie du livre de Banal, que Sami Ali et Marty se sont séparés parce que Sami Ali pensait que il ne pouvait pas travailler dans cette optique-là. Voilà. Donc, voilà pour, disons, la place que la théorie a dans le circuit psychanalytique. Ou plutôt la coupure que Sami Ali a effectuée par rapport au domaine psychanalytique. Sur le plan donc de la manière dont nous travaillons au centre autour de la théorie du professeur Sami Ali, il est très certain que la dynamique fondamentale reste autour de l'activité onirique. L'activité onirique détermine un fonctionnement. Ce fonctionnement, bien sûr, je suis obligée un peu de vous figer les choses parce qu'on est dans une dynamique d'apprentissage, mais il faut que vous visualisiez les choses au niveau de la souplesse. C'est-à-dire qu'un patient vient vous voir, il est dans un certain fonctionnement. Auparavant, et c'était très intéressant de le voir et de le comprendre à travers l'histoire du patient, il était dans un autre fonctionnement et au cours de sa psychothérapie, il va évoluer vers un autre fonctionnement. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est cette labilité des fonctionnements et il ne faut absolument pas que vous figiez les choses comme je vais le faire pour que vous puissiez comprendre les différents fonctionnements. Autre chose, d'une manière générale, on n'évolue pas en droite ligne. Il y a toujours un mouvement d'organisation qui s'inscrit à partir d'un mouvement de régression ou un mouvement d'organisation, puis un mouvement de régression. Dans ces dynamiques évolutives et régressives, on garde toujours quelque chose d'un fonctionnement dans lequel on a été. Je m'explique. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est dépourvu de potentialité imaginative et qui évolue vers un fonctionnement pourvu de potentialité imaginative, il est très certain qu'il gardera des restes du fonctionnement dans lequel il a été auparavant. De la même manière, si vous avez quelqu'un qui a évolué dans la potentialité imaginative et qui régresse à un moment donné à un fonctionnement
dépourvu de potentialité imaginative, il va garder des traces du fonctionnement dans lequel il a été auparavant. Hein? Ceci est très important et en plus, sur le plan de la psychothérapie, ça nous permet, quand il y a des restes ou des traces de potentialité imaginative, de travailler autour de ces traces pour pouvoir récupérer le fonctionnement imaginatif. Donc, vous avez affaire à 3 types de fonctionnement. Le fonctionnement riche sur le plan de l'imaginaire, avec des rêves, des souvenirs des rêves, et tout un fonctionnement, je vais travailler avec vous, qui se situe autour de la donnée imaginative. Vous avez le contraire, qui a été étudié dans le livre qui est Le Banal, qui a été le livre donc de rupture avec la théorie de Marty, bien qu'elle ait été préparée déjà dans d'autres livres auparavant. Donc, dans le livre Le Banal, que je vous incite à lire, parce qu'il est très important, vous avez des personnes qui fonctionnent dépourvues de potentialité imaginative, et puis vous avez les fonctionnements mixtes, c'est-à-dire à la fois des personnes qui sont pourvues d'imaginaire et dépourvues d'imaginaire, où il y a les deux mouvements ensemble dans le fonctionnement. Alors, l'imaginaire, il fait référence aux rêves et aux équivalents de rêves. Ça, c'est très, très important et très intéressant dans la théorie de Samiel. Vous avez des personnes qui fonctionnent. Toute la théorie de l'onirique tourne autour du souvenir des rêves. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, au réveil, ne se souviennent plus de leurs rêves. Ça veut dire que, au réveil, ces personnes sont coupées de l'onirique qui reste dans la partie nocturne de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de potentialité onirique, et ça c'est très très important parce que vous voyez, sur le plan de la psychothérapie, sur le plan de notre travail en psychothérapie, ça offre toute une autre dimension que de dire il n'y a pas d'imaginaire. C'est pas vrai. Il y a un imaginaire qui, au réveil, se trouve coupé, pour des raisons qui lui sont personnelles, coupé de lui. Voilà. Alors que d'autres personnes ont, au réveil, un imaginaire qui n'est pas coupé d'eux. Donc, ces personnes qui sont pourvues de potentialité imaginative vont fonctionner d'une manière générale dans leur être tout entier avec ce fonctionnement de l'imaginaire. Ça va permettre de mettre en image, quand je parle de représentation, c'est ça, de mettre en image les problèmes de la vie, les problèmes de l'existence. C'est-à-dire que quand ils auront à résoudre un problème, ils pourront mettre en image ce problème et à partir de là, y trouver des solutions. Il y en a plusieurs, il y en a, voilà, et elles vont émaner de cette formulation de pensée qui est riche
sur le plan de l'imaginaire. Sur le plan de la pensée, donc vous aurez cette richesse imaginative. Sur le plan du langage, vous aurez cette richesse imaginative. Sur le plan du corps, il sera question de corps réel et de corps imaginaire dans une articulation corps réel, corps imaginaire. Le corps réel, c'est le corps visuel, celui, voilà, j'ai une main. Le corps imaginaire, c'est toutes les sensations proprioceptives qui tournent autour de cette main et investies par mon histoire sur cette main, reprise par le plan de l'imaginaire et qui va donner à cette main une connotation qui est la mienne. Donc, ce corps imaginaire, qui est greffé, bien sûr, au corps réel. C'est important, ce lien entre corps réel et corps imaginaire. On n'est pas dans le délire. Il y a un lien entre le réel et l'imaginaire qui fait qu'on est dans un fonctionnement qui est de l'ordre de l'harmonie. Donc, ce lien corps réel, corps imaginaire va être extrêmement vivant. Et puis, vous aurez aussi tout le contexte de la temporalité. La temporalité va être non seulement le temps de la montre, voilà, mais en plus, il y a tout un imaginaire qui va se mettre sur cette qualité adaptative du temps, qui va faire que la personne va arriver en avance ou en retard à sa séance, non seulement parce qu'elle est angoissée, mais aussi, et ça c'est important, parce que à travers son histoire, elle aura une certaine organisation du temps liée à la potentialité imaginative qui va faire qu'elle a un temps qui s'est structuré de cette manière et qui fait que non seulement avec vous, mais d'une manière générale, les choses se posent de cette manière. Donc, surtout, ne soyez pas trop systématique dans votre analyse, mais demandez toujours la participation du patient pour comprendre ce qui se passe et être vraiment à même de pouvoir être au plus près de ce que vit le patient. Ne faites pas non seulement des interprétations sauvages, mais en tous les cas, ce qui est très très important, c'est que vous ayez des hypothèses de travail qui ont été données par votre vécu, par la théorie, par ce que vous avez appris à travers votre travail clinique. Ce sont que des hypothèses de travail, elles doivent toujours être vérifiées avec le patient. Donc, voilà pour les gens qui sont pourvus de potentialité imaginative. Maintenant, les personnes qui sont dépourvues de potentialité imaginative. Alors, ça fait référence donc à ces patients qui, au réveil, sont coupés de leur imaginaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de souvenirs de rêve. Ce type de patients, quand vous les aurez en thérapie, il faut que vous fassiez très très attention. Vous pouvez leur demander s'ils rêvent ou s'ils ne rêvent pas, mais ils vont comprendre extrêmement facilement que si vous posez cette question, c'est que c'est important pour vous. Et comme tout leur fonctionnement est celui d'être adapté, ils vont s'adapter et ils vont dire oui.
alors demandez-leur de vous raconter un rêve. Voilà, c'est le conseil que je vous donne, c'est important. Parce que vous vous rendrez compte qu'effectivement, dans leur fonctionnement, les choses se passent un petit peu différemment et qu'il y a effectivement une difficulté au niveau du souvenir des rêves. Alors, actuellement, nous avons une évolution de la société qui fait que beaucoup de personnes, dans le contexte du stress du travail, lorsqu'ils sont dans le temps du travail, ne se souviennent pas de leurs rêves. Et puis, le week-end, parfois, et surtout lorsqu'ils sont en vacances, à ce moment-là, tout le cadre adaptatif que supporte le travail et qui écrase le sujet n'existe plus. Et à ce moment-là, réapparaît la problématique du rêve. Hein. Donc, effectivement, ce sont des sujets qui sont dans l'entre-deux. Hein. Les gens, les personnes, les patients qui sont dépourvus de potentialité imaginative ont différentes manières de fonctionner autour du rêve. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais rêvé. Ça veut dire que le refoulement de la fonction de l'imaginaire est bien complet et qu'il est dans le fonctionnement de la personne depuis très longtemps. C'est les patients les plus difficiles à avoir en thérapie. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des patients en thérapie qui fonctionnent dans ce cadre du banal. Généralement, oui, parce que on comprend très facilement qu'ils ne peuvent pas imaginer que le problème puisse être ailleurs que physique, que biologique. Hein. Donc, c'est souvent soit une amie ou un ami, soit le plus souvent le circuit médical qui envoie ce type de patient pour une thérapie. Mais des patients qui viennent d'eux-mêmes pour ce travail, c'est très très peu fréquent. Enfin, moi j'en ai vu 2 fois dans toute ma carrière, donc c'est très peu fréquent. Donc, vous avez affaire à des gens qui disent qu'ils n'ont jamais rêvé. Vous avez affaire à des gens qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir rêvé, mais qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Vous avez des gens qui disent qu'ils se souviennent de leurs rêves, ils vous racontent un rêve, et c'est un rêve de réalité, c'est-à-dire qu'ils vont vous raconter en tant que rêve ce qu'ils vont faire le lendemain. Ou, oh, le lendemain, c'est peu fréquent, c'est surtout ce qu'ils ont fait la veille. Hein, parce que imaginer ce qu'on va faire après, c'est très peu fréquent. C'est plutôt, ils vont vous raconter ce qu'ils ont fait la veille, avec beaucoup de précision. Hein, ça, c'est quelque chose qui renvoie très très bien à ce cadre du banal. Et puis, vous avez affaire à des gens, et on est aussi dans ce système-là, qui vont vous raconter des rêves, tout à fait pourvus d'imaginaire, hein. Mais ils vont vous expliquer que ça ne sert à rien, que votre question n'est pas pertinente, que vraiment, pourquoi vous vous intéressez à ça? Donc, c'est une autre manière de refouler la fonction de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire ne peut pas
fonctionner chez eux. Hein. Et puis, il y a aussi un type de rêve où le patient ne se projette pas dedans. Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un patient qui m'a raconté qu'il était à Florence, d'accord? Qu'il était sur cette fameuse place du baptistère de Florence où il y a eu des discussions avec sa famille, parce qu'il était parti en famille, et, et donc avec des choses totalement imaginées par rapport à la situation, et dans une richesse imaginative. Et le problème, c'est que dans ce rêve, la seule personne qui est absente, c'est lui. C'est-à-dire qu'il ne se projette pas dedans. Cette manière d'être absent dans la donnée imaginative, c'est une manière aussi de refouler la fonction de l'imaginaire. Il y a une subjectivité, mais le sujet qui est lui n'est pas dedans. Hein. Comme si cet imaginaire était totalement extérieur à lui, mais pas du tout investi par lui sur le plan identitaire. Donc voilà les possibilités de ce contexte du banal. Chez les artistes, vous avez des artistes comme le poète Henri Michaud, qui disait qu'il ne rêvait pas. Vous avez Marguerite Duras aussi, qui, j'ai entendu un interview qui disait qu'elle ne rêvait pas. Les artistes n'ont pas besoin de cette activité du rêve pour être remplis par l'imaginaire, puisqu'ils sont dans l'imaginaire en permanence, dans leur art et dans leur manière de créer. Donc, chez les artistes, vous avez cette potentialité de l'imaginaire qui est leur vie, hein, et le souvenir du rêve n'a pas besoin d'être parce qu'on est dans un imaginaire en permanence avec une communication entre le passé et le présent, et on ne peut pas donc les ranger dans les patients qui sont dépourvus de potentialité imaginative. Par contre, méfiez-vous, vous avez quand même des artistes qui, dans leur fonctionnement d'artiste, peuvent fonctionner dans le banal. Hein? Donc, c'est à vous d'évaluer comment cet imaginaire fonctionne dans leur art, s'il existe, s'il n'existe pas, et si cette personne est investie par cet imaginaire ou au contraire participe d'une activité artistique où les choses ont été bien apprises et où on organise l'art pour, comment vous dire, parce qu'on a compris qu'il y avait une certaine rentabilité d'en faire comme ci ou faire comme ça, et que les choses tournent autour de ça, et non pas autour d'une création personnelle, autour de quelque chose qui est amené par l'extérieur et qui fonctionne dans le cadre du banal. Chez ces patients qui sont dépourvus donc de potentialité imaginative, le fonctionnement du sujet se situe en dehors de la potentialité imaginative.
à savoir que on se structure dans le double de l'autre. Ce double n'est pas investi par l'imaginaire. Cette donnée de l'imaginaire dans la relation à l'autre ne peut pas être. Mais le double demeure et cet autre devient un repère sans imaginaire dans le banal qui est une référence pour le sujet qui fonctionne dans ce fonctionnement banal. Le sujet est dans une situation, bien sûr, de dépendance à l'autre, où l'autre fonctionne comme un modèle, mais vous voyez, je vous donne l'image style photocopie, hein, c'est-à-dire un repère qui donne un modèle qu'on reprend sans distance et tel quel. Je donne souvent l'exemple de ce fonctionnement-là. Vous savez que maintenant, vous avez des coachings de tout et vous avez des coachings dans l'habillement. Et j'ai été confrontée dans un magasin à un système comme celui-là, avec quelqu'un qui venait avec son coach pour l'habiller, qui choisissait donc les vêtements en fonction d'un budget précis, parce qu'il en fallait, je sais pas, 5 ou 6 avec un certain budget, et cette personne lui disait, vous voyez, ça vous va bien, ça vous change et tout ça, votre fils, votre mari vont être contents, enfin bref. Et je l'ai vu repartir avec des vêtements qui n'étaient absolument pas des vêtements qui lui convenaient. Bien sûr, je ne la connaissais pas, mais je veux dire, au niveau de l'extérieur, ce n'était pas du tout des choses qui étaient harmonieuses par rapport à elle. Donc, elle est repartie avec ses vêtements, donc, qui n'étaient pas choisis par elle, donc qui étaient choisis par le coach, vis-à-vis duquel elle était dans une situation de dépendance passive. C'est lui qui sait, c'est lui qui a les repères, et elle y adhère passivement. Voilà comment les choses se construisent sur le plan de l'identité. Donc, on est dans un corps du concret, on est dans un corps réel. Pendant très longtemps, à travers le travail que je fais en relaxation, je pensais que ce type de patient n'avait pas d'image du corps. Enfin, ils n'ont pas d'imaginaire du corps, ça c'est évident. Mais disons qu'ils ont une image réelle, concrète, visuelle du corps. À savoir, voilà, j'ai ma main, je vois ma main, c'est ma main, je vois ma figure, c'est ma figure, oui. Il y a une appréhension du corps qui est totalement différente de celle du fonctionnement pourvu de potentialité imaginative. Donc un corps réel, sans création, mais où il y a quand même la thématique du visuel qui est totalement prépondérante dans la structuration du corps. Sur le plan de l'espace, l'espace est l'espace du code. La droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche. Et quelquefois, si vous avez l'occasion, dans la psychothérapie, de vous informer sur la manière dont s'est construit la droite et la gauche pour le patient, vous verrez des histoires absolument étonnantes. C'est-à-dire, voilà, une marque qui existe sur une jambe droite, qui remonte au bras droit et qui fait que c'est à partir de ça que se structure le corps. La montre aussi est un élément important. Toute marque de l'extérieur
qui permet de structurer le corps est quelque chose de très très important. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, que un déménagement peut être une situation d'impasse. Parce que dans ce déménagement, les repères qui étaient structurés dans l'ancienne maison ou appartement s'effondrent jusqu'à temps qu'on puisse récupérer d'autres repères adaptatifs toujours dans l'autre maison qui devient sienne. Hein. Donc, tous ces bouleversements, tous ces changements créent une perte de repères et c'est comme ça qu'on peut comprendre, il n'y a rien dans la vie qui se passe. Ah, mais il y a eu un déménagement. Voilà. Et un déménagement peut fonctionner en tant que situation d'impasse pour des personnes dépourvues d'imaginaire par ces pertes des repères. Et si vraiment dans cet appartement, comme je pense à un cas clinique d'une petite jeune fille qui s'est structurée dans un appartement jusqu'à ses 14 ans, et puis tout d'un coup, elle change d'appartement et se retrouve seule. Parce que son père décide qu'à 14 ans, on est adulte et qu'on peut se débrouiller seul dans un appartement, qui est pourtant bien ensoleillé, dit-il, parce que lui aussi fonctionne dans l'adaptation très profondément. Eh bien, il y a une symptomatologie qui apparaît à ce moment-là. Bien sûr, vous avez la perte de son père, puisque sa mère, ils sont divorcés et sa mère, elle n'a pas de renseignements sur sa mère, mais vous avez aussi le corps qui se défait. Vous voyez, toute cette organisation prothétique du corps qui se fait à travers des repères qui sont de l'extérieur, tout d'un coup s'effondre et c'est la catastrophe avec une symptomatologie qui va être là, une rectocolite hémorragique. Donc, voici pour le problème sur le plan de l'espace. Le temps, il va être dans l'autorité. C'est une autorité auquel on se soumet, le temps. C'est le temps de la montre. Hein. Donc, on a toujours besoin de ce repère de la montre pour se situer. Ce n'est pas le temps qui est intériorisé, qui fait partie de l'identité, qui pose les problèmes d'un retard ou d'une angoisse ou quoi que ce soit, comme on le voit dans les psychonévroses. C'est un temps qui est un temps du banal et l'angoisse dans ce cadre-là n'existe pas. Pour qu'une angoisse existe, il faut qu'il y ait une représentation par l'imaginaire, il faut qu'elle soit mise en image. Donc là, il n'y a pas le processus d'angoisse dans ce fonctionnement-là, mais à la place, il y a un phénomène de tension corporelle, de réponse directe à travers le corps qui fait que, effectivement, on peut se rendre compte dans cette tension corporelle que le temps pose problème parce qu'on est arrivé en retard et ce n'est pas de son fait, c'est parce qu'il y a eu un incident extérieur qui fait qu'on n'a pas pu arriver et se soumettre à cette instance d'autorité qui est le temps. Donc,
dans le temps, on est vraiment dans ce fonctionnement adaptatif. Une autre possibilité qui est le fonctionnement de la pathologie mixte. Alors, dans le fonctionnement de la pathologie mixte, vous avez tous ces patients qui fonctionnent sur le plan de l'imaginaire et puis, par moment, ne fonctionnent plus sur le plan de l'imaginaire. Alors, je vous ai expliqué qu'actuellement, on a beaucoup de fonctionnement de ce type avec le fait que le travail est devenu extrêmement adaptatif, d'une part, et le travail est pesant. En plus, le problème actuellement du télétravail ne va pas dans le sens d'une liberté de l'imaginaire, c'est-à-dire que ce fonctionnement du travail lié à l'adaptatif est en plus rentré dans la maison. Donc, ce mouvement initial que j'ai pu voir à partir de mes patients qui se sentaient totalement libérés avec des projets d'acheter un appartement loin de Paris et puis d'être en télétravail tout le temps, petit à petit, ils sont revenus dessus parce que ils se trouvent complètement enfermés dans cette activité professionnelle. Il n'y a plus de différence entre le privé et le public. Tout est pareil, et ça génère bien sûr un cadre encore plus important de l'adaptatif, dans la mesure où cet adaptatif rentre dans la maison. Donc, il y a beaucoup de difficultés chez les gens, avec en plus quelque chose qui est fondamental, qui est le repère de la relation. La relation que l'on a perdue est quelque chose de très important et qui ne permet pas aux patients ou tout simplement à la personne de mettre en acte son tonus dans la relation à l'autre. Hein. Cette chose de l'image qui est banale et qui est loin d'un mouvement relationnel avec toute l'affectivité que ça peut transmettre, petit à petit, si au début, quand on connaît la personne que l'on a en face dans l'ordinateur demeure, s'estompe avec le manque d'alimentation par la personne, et il y a tout un système que je vous expliquerai plus tard autour du processus de projection qui est porteur de l'imaginaire, qui s'estompe et qui fait que eh bien, on est dans une situation difficile. Cette passivité dans la relation, petit à petit, se transforme en dépression. Et c'est de ça dont il est question très souvent chez les patients qui le ressentent d'ailleurs très bien, hein, qui sont coincés dans un travail de ce type sur le plan actuel. Et ce qui est aussi problématique, c'est que les entreprises, voyant l'effet de rentabilité
c'est-à-dire le fait qu'il n'ait plus à louer des bureaux immenses pour leurs employés, rétrécissent petit à petit le cadre et que ces employés vont être obligés de rester dans ce système-là parce que quand les choses vont revenir à la normale, il n'y aura pas suffisamment de place pour que tous les employés récupèrent leur poste. Voilà. Donc, ça va générer des problèmes à rebond. Et ça, effectivement, ça va être préjudiciable sur le plan de l'imaginaire et sur le plan du fonctionnement du sujet. Sans parler des enfants qui sont à la maison, qui sont avec des parents qui sont présents, absents. Ça, c'est terrible pour les enfants. Les parents sont à la maison, mais ils sont occupés par leur ordinateur et leur travail avec l'ordinateur, et ils ne peuvent pas être présents dans la relation avec leurs enfants. Et c'est plus facile pour les enfants d'être ailleurs avec l'absence des parents que d'être présents avec les parents, en présence des parents, et sans pouvoir leur parler et communiquer avec eux. Voilà. Donc, on va avoir affaire à très certainement de grosses difficultés qui ne tiennent pas seulement au masque, tel que je le vois dans tous les journaux actuellement. C'est sûr que c'est un problème de travailler avec un masque avec les enfants, je dirais même avec les adultes. Il y a certains adultes qui me demandent de l'enlever parce que c'est très difficile pour eux. Et avec les enfants, c'est aussi une très grosse difficulté parce que ça change l'image de l'autre, et dans la construction de l'enfant sur le plan de l'image, ils ont besoin d'un modèle fixe pour se repérer et pour y pouvoir jouer, eux, l'absence de leur visage face à l'autre, pour se construire au niveau de l'autonomie et de l'identité. Mais c'est là ce qui se structure, c'est l'absence du repère qui devrait être permanent de l'autre. Et ça, pour pouvoir construire l'enfant, et ça, effectivement, ça pose aussi des problèmes sur le plan professionnel. Et je pense que vous y êtes aussi confrontés. Donc, le fonctionnement, j'étais partie dans le fonctionnement mixte. Dans ce fonctionnement mixte, donc, vous avez affaire à des personnes qui, pendant un moment, fonctionnent sur le plan de l'imaginaire et pendant un autre moment, fonctionnent pas sur le plan de l'imaginaire. Vous avez des personnes qui fonctionnent comme ça pendant un certain temps et puis qui fonctionnent d'une autre manière pendant un certain temps. Puis vous avez des gens qui font ça au niveau du discours, où l'imaginaire et le non-imaginaire est pris dedans. Par exemple, les patients qui viennent avec leur bilan biologique, et tout. Et puis, ça s'arrête dans la même séance et tout d'un coup, ils sont dans toute la représentation imaginaire de la maladie, de l'effet produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Voilà, autour de ça, vous avez quelque chose qui est fondamental aussi dans le fonctionnement de la psychosomatique, c'est tout le processus de projection.
Le projection, c'est un mouvement qui porte l'imaginaire et qui s'inscrit dans la relation à l'autre, où l'autre fonctionne en tant que double de soi. Donc, la projection, c'est un mouvement qui part du sujet et qui vient s'investir dans la relation à l'autre, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, au thérapeute, où l'autre fonctionne en tant que double de soi. Ce mouvement, qui est porteur de l'imaginaire, bien sûr, quand l'imaginaire fonctionne dans le psychisme du patient, est fondamental. C'est toute la construction du sujet qui dépend de cette potentialité-là. Elle est présente, la projection. Elle n'est pas présente chez les gens qui sont dépourvus de potentialité imaginative, mais le double est là, qui construit. Banalement, mais il est là. J'attire votre attention là-dessus parce que quand vous allez travailler en psychothérapie, bon, quand vous avez des patients qui sont pourvus d'imaginaire, bon, je dirais, ils travaillent, mais c'est important que ce mouvement soit respecté. Chez les patients dépourvus de potentialité imaginative, c'est fondamental que ce mouvement soit respecté. C'est-à-dire que vous donniez la place à votre patient en tant que sujet qui va petit à petit, que l'imaginaire va pouvoir se récupérer dans son fonctionnement, venir s'investir dans la relation à l'autre et ainsi pouvoir être porteur de la projection. Si vous fonctionnez comme certains thérapeutes fonctionnent, dans « moi je sais tout », dans « moi je vous dis », dans « je prends votre place parce que moi je sais », vous coupez totalement cette potentialité-là. C'est pour cette raison. Et aussi parce que les patients sont dépourvus d'imaginaire et que c'est une situation extrêmement difficile à récupérer. Et aussi parce qu'on est confronté à un problème de pathologie psychosomatique grave et qu'on ne peut pas savoir si on est dans la possibilité que le patient puisse entendre ce que l'on va lui dire sur ses difficultés, que l'on n'interprète pas en psychosomatique. On aide le patient à se représenter la situation. Mais c'est lui qui fait. Pour garder ce mouvement de lui qui existe, qui, à travers cette existence, va pouvoir donner existence à l'imaginaire, et cette existence de l'imaginaire, parce que nous aurons créé un cadre psychothérapique qui est porteur de cette potentialité imaginative, va pouvoir venir s'investir dans la relation au thérapeute et lui renvoyer petit à petit
une image de lui. C'est quelque chose de très très important, surtout quand on travaille en psychosomatique, même chez les patients qui sont pourvus de potentialités imaginatives. On peut tout à fait, en fonctionnant à l'envers, d'être la personne de savoir, d'être la personne de pouvoir, on peut tout à fait couper un mouvement de compréhension, on peut tout à fait couper un mouvement de projection, hein, parce que on aura pris la place du sujet et que le sujet ne pourra plus exister dans cette relation à l'autre porteur d'imaginaire. Donc, c'est une situation qui est tout à fait importante et fondamentale quand on travaille en psychothérapie. Je reverrai ça avec vous, mais vous voyez que c'est une situation relationnelle qui est aussi cohérente par rapport au fonctionnement du sujet. Autre chose qui est importante. Vous m'avez entendu parler depuis le début de relation et non pas de transfert. Quand vous avez affaire à des personnes dépourvues de potentialité imaginative, on ne peut pas aborder la notion de transfert. Le transfert, c'est projeter sur la personne une image du père, de la mère ou de quelqu'un d'autre de la famille. Cette possibilité projective n'existe pas chez les patients dépourvus de potentialité imaginative et elle est en difficulté dans les fonctionnements mixtes. Donc, cette notion de transfert ne peut pas être. On ne va pas dire à un patient, il n'y a pas et puis il y a. C'est aberrant. Il y a quelque chose. Donc, on a l'habitude de dire, il y a une relation qui est désinvestie par l'imaginaire, qui va petit à petit se construire vers une relation qui est investie par l'imaginaire. Ceci est beaucoup plus proche de nos patients en psychosomatique. Donc, c'est pour cette raison que vous m'entendez parler de relations investies par l'imaginaire ou de relations désinvesties par l'imaginaire. Ça cadre mieux avec nos patients qui sont en psychosomatique. C'est une forme de respect de l'autre. On a, à mon avis, le fait de penser qu'un patient puisse être dans la carence, je le trouve que c'est problématique au respect de l'autre. C'est un fonctionnement qui fonctionne de cette manière, et puis il peut évoluer vers un fonctionnement qui fonctionnera d'une autre manière. Voilà, donc je pense que c'est plus dans le respect de l'autre, et c'est plus aussi dans la vérité de ce qui se passe dans l'évolution aussi du fonctionnement de la naissance à l'âge adulte. Voilà, je vais terminer mon propos
par quelque chose qui est important et qui est vraiment intéressant dans la théorie de Sami Ali par rapport à l'imaginaire. Ce sont les équivalents d'imaginaire. Vous avez dans les fonctionnements, tous les fonctionnements, des équivalents d'imaginaire. Alors, on a vu que l'art était un équivalent d'imaginaire, la lecture peut être un équivalent d'imaginaire, tout dépend comme ce qu'on met dedans, hein. Mais vous avez des équivalents d'imaginaire qui peuvent faire fonctionner l'imaginaire chez des gens qui sont dépourvus de potentialité imaginative, par exemple. Je veux dire par là que... Alors, chez les artistes, vous avez vu que ça permet de soutenir l'imaginaire, qu'il n'y a pas de problème d'imaginaire. L'art est un équivalent. Hein. Et puis, vous avez chez d'autres personnes que vous voyez fonctionner dans le banal, disons, d'une manière générale, des potentialités imaginatives qui sont présentes. Donc, soit elles sont présentes dans un mouvement d'organisation, soit elles sont présentes dans un mouvement de régression, mais elles sont là. Et elles maintiennent une situation. Bon, je vais vous donner un exemple clinique. J'ai un patient qui a la passion de créer des lieux architecturaux, des intérieurs de maisons, des... Voilà. Il fonctionne dans le banal, quoique ça commence à bouger, mais bon, pour des raisons que je ne dévoilerai pas ici, parce que c'est des raisons qui lui sont personnelles, mais ça a été travaillé ensemble dans la psychothérapie. Et ce qui maintenait la situation pour ne pas être entièrement dans le banal, c'est ce travail de représentation imaginaire. Alors vous allez me dire, bon, c'est de l'architecture, ok, mais quand même, il y a tout un travail de mise en image de l'intérieur des maisons qui lui permet, en tant qu'équivalent de rêve, de pouvoir fonctionner, disons, entre les deux. Hein. Voilà. Donc, les équivalents de rêve sont aussi des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent au sujet de ne pas être totalement dans la donnée de refoulement de la fonction de l'imaginaire. On parle de refoulement, non pas de l'imaginaire, mais de la fonction de l'imaginaire. Ça veut dire qu'au réveil, le sujet se trouve coupé de son imaginaire. Donc, le refoulement de la fonction, c'est-à-dire que l'imaginaire, au réveil, ne fonctionne plus dans le fonctionnement du sujet. Et notre recherche va être, sur le plan de la psychothérapie, de comprendre avec votre patient pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait dans son histoire que les choses se sont passées de cette manière. Et sachez que c'est une manière aussi, enfin, on le trouve souvent chez des patients qui ont des difficultés d'existence personnelle, comme si le refoulement de la fonction de l'imaginaire était une manière de ne pas exister totalement avec l'imaginaire. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas dans tous les cas, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, où ce fonctionnement de l'imaginaire est lié à
une difficulté de construction personnelle, d'existence personnelle autour de l'imaginaire. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce que je vous ai dit par rapport au travail, où le travail devient de plus en plus banal et de plus en plus pressant. Et c'est des choses que je rencontre beaucoup chez mes patients, c'est-à-dire que actuellement, en entreprise, c'est difficile d'avoir des idées, d'avoir des projets. Hein. À un moment donné, vous êtes arrêté. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, il faut construire son professionnel à soi pour pouvoir aborder cette construction sur le plan de son identité. C'est ce qui arrive à beaucoup de patients actuellement. L'existence par l'imaginaire est entravée au niveau des projets à un certain niveau. Hein, je ne dis pas à tous les niveaux, mais à un certain niveau. Quand vous êtes arrivé à un certain niveau, disons, cette existence par l'imaginaire, cette potentialité créative fait peur et elle est entravée, comme si seul celui qui a le pouvoir peut être créatif. Hein. Mais pas en dessous. Même si on a un poste très important en dessous, ça fait peur et c'est entravé. Hein. Donc, il y a effectivement une manière hiérarchique d'organiser les choses qui fait que l'imaginaire est contrôlé actuellement sur le plan professionnel quand on travaille dans une structure. On doit s'adapter à la structure et quand on commence à avoir un certain âge et qu'on a envie d'exister, eh bien effectivement, ça crée des rivalités, des difficultés et des problèmes sur le plan professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. N'oubliez pas les équivalents de rêve qui viennent tout à fait se mettre en balance avec ce fonctionnement donc du banal qu'on a l'impression qui existe chez le patient, mais qui vient contrebalancer justement ce fonctionnement banal qui est là pour des raisons qui sont vraiment, elles peuvent être professionnelles pour s'adapter, elles peuvent être dans toute l'organisation de l'histoire du patient et qui permettent de s'en sortir sur le plan de l'imaginaire. On va faire une petite coupure. Combien? Un quart d'heure? Oui. Un quart d'heure? Très bien.